Il a fallu qu'on arrive à 5.0 pour Pauvre. All of us, we are trying to find our way through the maze of life. T'es le Lucky Luke des citations LinkedIn. Mon intuition m'a fait partir vers Management. Ce qui marche chez moi ne marchera pas chez vous. People solutions to the business, for the business, to help people grow, excel and thrive. Sous la correction de Manish. You grow from pain in that sense. Il faut s'adapter à ces défis, parce que ces défis, c'est ce qui va te permettre de te construire. Je suis vachement en retard, mon ami. Démystifier. Non, c'est pas démystifié non plus. Votre définition des RH, est-ce que des... Tu as du temps? Good morning et bienvenue dans ce moment un peu spécial. C'est notre tout premier PodConf avec Clémence, mon pilier, ma partenaire chez Meet Your Job et Career Hub. Dans ce nouveau format PodConf de Good Morning HR, on va créer un espace de discussion franc sur tout ce qui touche de près ou de loin l'humain. On va parler de leadership, de stratégie RH, on va parler de relations, de nature humaine, de nos émotions, nos apprentissages et des histoires personnelles qui nous inspirent à repenser la place de l'humain dans notre société. On se dit que les petits partages réguliers peuvent mener à des transformations. Alors, Good Morning HR, nous sommes programmés pour survivre, façonnés par les histoires, faits pour nous connecter et tourmentés par le besoin de donner un sens à notre existence. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir deux experts qu'on admire. Manish Bandon et Eddie Jolicoeur. Comment allez-vous ce matin? Pleine forme. Très bien. Très Tu bien. dis, tu nous as bien parce que la façon dont on s'habille. Hein. Très élégant en tout cas, très élégant. Merci. Euh, On ne s'est pas passé le mot. mais en tout cas, on a eu des petites pics ce matin, hein, j'ai vu ça, ça a donné le rythme. Eddie la voix, Bah écoute, ça va. Ça va mieux. ça va mieux. Ouais. Alors, on avait prévu de le faire ce moment PodConf la semaine dernière. On avait un public devant nous. Là, on a un public de techniciens. Merci d'être là. Merci d'organiser ce setup pour nous. Manish, Eddie, on est là pour parler de 50 ans cumulés dans le monde des HR. Deux parcours, deux voies, une même vision. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Pour donner un petit peu de contexte à nos auditeurs, on est assis dans un très beau setup, comme à la maison, dans notre salon, pour avoir une belle discussion. La règle du jeu est très simple. Il n'y en a pas. Sauf une seule. On se connaît bien maintenant. La règle, c'est de se dire la vérité, rien que la vérité. On est d'accord avec ça. C'est pas une discussion à sens unique, c'est pas une interview. Au contraire, c'est vraiment un moment de discussion. Vous aussi, vous allez pouvoir nous poser des questions. Et on est là pour donner notre point de vue, en toute bienveillance, évidemment, et d'exprimer enfin nos sentiments, nos émotions, nos opinions. Eddie, Manish, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une question que j'adore poser. On va commencer par Eddie, parce qu'il a déjà vécu. C'est pourquoi tu as accepté d'être là aujourd'hui? Pourquoi tu as accepté ce moment? Bon, d'abord, par curiosité. Sérieusement. Et aussi, je crois que c'est un bon espace pour exprimer un peu ma mission personnelle, mon vécu, mon parcours. Pour ceux que ça intéresse, j'ai aucune prétention d'être rôle modèle, j'ai aucune prétention d'être suivi par qui que ce soit. C'est juste un besoin par moment de raconter des histoires qui pourraient éventuellement intéresser une audience quelconque. De vous la transmettre, tu dis souvent. Tout à fait. Ouais, la transmission. Merci Eddie d'être là avec nous.
Plaisir. Plaisir, merci. Pour moi aussi, je rejoins Eddy. Effectivement, je suis là pour partager, aussi bien discuter, surtout sur des conversations, des sujets d'intérêt qui pourraient enrichir tout le monde. J'aime bien les conversations comme j'appellerais deep et authentiques. C'est ce qui me motive aussi, de pouvoir parler, d'avoir ce moment intime de discussion, de partage. Magnifique. Merci beaucoup. On a hâte. Pour nous, c'était important de vous avoir à deux. On a eu l'occasion de bien rigoler sur un moment court d'un certain monsieur Souris. On a compris qu'il y avait beaucoup de complicité. Depuis que vous êtes arrivé, vous n'avez pas arrêté de vous chamailler, de vous teaser. Et ce côté authentique de votre relation, ce côté complicité, on a envie de le comprendre. On a envie de l'absorber. Parce qu'on trouve ça beau. Parce que c'est ce que je ressens avec Clémence aujourd'hui. Et que j'avais envie qu'on partage à nos auditeurs qui vous êtes et comment vous êtes arrivé là. Et qu'est-ce que vous pensez de tous ces sujets qui nous passionnent en commun. On va faire une petite introduction pour vous, sur vous plutôt, puisque vous demandez de vous présenter. On trouvait plus sympa. Eddy, tu es reconnu pour ton côté humain, accessible et bienveillant, au point qu'on t'a surnommé le patron au grand cœur. Tu as toujours eu une approche managériale tournée vers l'écoute, l'accompagnement et le développement des talents. Tu es un grand défenseur de la bonne gouvernance. Après être devenu un grand monsieur des RH, tu as pris la tête du MIOD, où tu as milité pour plus de transparence et d'éthique dans le business mauricien. Tu crois profondément que le manager moderne doit être agile, capable de s'adapter à un environnement en perpétuel changement. Tu es au fond animé par un esprit de service. Tu dis toi-même que ta plus belle réussite, c'est d'avoir été au service des autres. Tu l'es encore d'ailleurs. Tu cultives avec la simplicité et l'authenticité. Pour toi, le bonheur, c'est la famille, la lecture, un bon morceau de jazz que tu partages avec Manish et parfois un moelleux au chocolat accompagné d'une boule de glace. Anytime. 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 Passionné par la transmission, tu consacres une partie de ton temps à enseigner à l'université parce que partager et transmettre, c'est essentiel pour toi. D'ailleurs, Absolument. en discutant un peu plus tôt, Manish était un de tes élèves, c'est là où vous vous rencontrez. Oui, tout à fait. Et puis, tu es curieux de tout. Ouais. Tu m'as parlé de lecture, amateur de culture générale, passionné de vélo, même à 6 h du matin quand il fait froid. Et en croire Google, peut-être mannequin à tes heures perdues. Hein. Les photos parlent d'elles-mêmes. Hein. Manish, tu devais compléter la bio d'Eddy. Qu'est-ce que tu dirais? Tu n'as pas comme ça une anecdote croustillante, un petit gadget pour nous? Oui, en effet, tu sais, quand on a travaillé ensemble à Rogers, on appelé Denzel. Denzel au grand cœur, mais effectivement Denzel. Qui est toujours très élégant, toujours the right word, le bon mot, mais en même temps avec une bienveillance extraordinaire. Merveilleux. Pas mal pour compléter la bio. C'est enregistré, on pourra optimiser à chaque fois au fur et à mesure. Manish, on te surnomme le corporate monk. Tu es reconnu pour ton leadership inspirant, ton esprit disruptif et ton engagement profond envers l'humain. Ce qui frappe aussi chez toi, c'est ta discrétion. Tu es quelqu'un de présent, même quand tu restes en retrait. Tu observes beaucoup, tu écoutes toujours avant de dire quelque chose ou éclater de rire. Tu as un charisme naturel qui capte l'attention sans jamais chercher à la voler. Tu es une force tranquille, apaisée, serein, mais aussi capable de parler pendant des heures d'un sujet qui te passionne et quand la machine est lancée. Tu es très à l'écoute, jamais dans le jugement. Tu cherches toujours à comprendre, à débattre, mais toujours avec bienveillance. Tu es de ceux qui soutiennent toujours celles et ceux qui veulent changer les choses et qui veulent exprimer leurs idées. Malgré un agenda bien chargé, tu es généreux de ton temps et de ton énergie, et merci pour ça.
Pour toi, l'agilité et la capacité d'adaptation sont essentielles dans un monde qui bouge sans cesse. D'ailleurs, éternel apprenant, tu es passionné par l'idée de transmettre. Tu as écrit plusieurs livres, dont Shots of Insights, dans lesquels tu partages tes réflexions sur l'agilité et le self-leadership. Manish, j'ai une question pour toi. T'as combien de citations inspirantes d'avance programmées sur LinkedIn? Tu te surnommes le Corporate Monk, mais chez nous, Meet Your Job et Career Hub, t'es le Lucky Luke des citations LinkedIn. Qu'en penses-tu? Et Heidi, est-ce que tu veux compléter la bio de Manish? Écoute, Manish m'a toujours frappé déjà par sa simplicité. Et derrière cette simplicité, c'est quelqu'un de très authentique. Et en fait, Manish, c'est un Mauricien. Il est un Mauricien, authentiquement. Il est interpellé par les enjeux par rapport à la société mauricienne. Et il a un paradoxe chez lui, tu l'as dit tout à l'heure, il a un charisme, mais il ne surfait. C'est pas un charisme qui est surfait. C'est là naturellement chez lui. Et ce que j'ai apprécié en étant le collaborateur de Manish, c'est son côté inventif, pas créatif. C'est pas un créatif, il est inventif. C'est différent. Quel côté du cerveau tu le placerais? Ah, lui, je crois qu'il en a 3. On y reviendra. On va entendre le sujet RH. Et moi, j'ai une question qui me vient en tête, qui me trotte. C'est pourquoi avoir choisi la voie des RH? Moi, je me la pose souvent. C'est une voie qui est quand même très engageante parce on travaille de l'humain. On est confronté au haut et au down de l'humain. On est confronté aux énergies qu'on transmet, on en parlait. L'énergie qu'on faxe et qu'on reçoit et qu'on absorbe. Il n'y a pas de constante, c'est pas scalable. Il n'y a jamais de bon, il n'y a jamais de mauvais. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous avez choisi respectivement cette voie-là? J'ai pas choisi les RH. Les RH m'ont choisi. Je suis économiste de formation. Quand je suis entré à Maurice, après mes études et après avoir travaillé un peu en Angleterre, je ne savais pas trop quelle orientation donner à ma carrière, puisque je ne pouvais pas me qualifier d'économiste parce que je n'avais pas nécessairement le kilométrage voulu. Mais j'ai fait des rencontres. Et ce sont ces rencontres qui m'ont orienté vers les RH. Des personnes bienveillantes. Je peux les citer, hein. Il y a eu Monica Morel, il y a eu Norman Cox, il y a eu Dan Bundu, qui m'ont tous dit que j'étais fait pour être dans les ressources humaines. Donc, j'ai pioché dans cette direction. Voilà. Et j'ai adoré. Fait pour être dans les ressources humaines, du coup, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin? En fait, pour eux, j'avais un mix de... parce que le fait d'être économiste, on est très analytique. Donc, il y avait on était dans cette époque où tout ce qui est metrics comptait beaucoup. Donc, ce côté-là, moi, m'intéressait plus dans le métier. Et puis, le métier, à l'époque aussi, avait un aspect très légaliste également. Et ça aussi, ça m'attirait, cette partie-là. Et donc, à cette époque-là, pour être un bon RH, il fallait avoir cette dimension un peu légaliste, je dirais, pas juridique, parce que bon, ça c'est pour les gens formés, les avocats, etc. Et le côté analytique. C'était à l'époque. Et puis ça a bien évolué, heureusement.
Disons, à mes débuts, c'était ça qu'on trouvait en moi. Et donc, on m'a proposé d'essayer la voie. Et j'ai essayé. Plus qu'essayer ça. Hein. Ouais, essayer, c'est l'adopter, comme on dit. Hein. Merci beaucoup pour ce partage. Je te retourne la question, Anish. Alors, pareil, un peu comme Eddy, c'est les ressources humaines qui m'ont choisi. Je m'étais pas mis en tête quand je faisais mes études de faire les ressources humaines. En fait, je devais être quelque chose de complètement différent. Ça avait commencé par, je voulais faire la médecine. Et finalement, je me suis orienté dans des études d'ingénierie à Singapour. Et puis, par on dit une tragédie de la vie, je me suis retrouvé de retour à Maurice, après avoir perdu mon frère aîné à Singapour. Et quand je suis rentré à Maurice, j'étais un peu dans une période de dépression à 18 ans, parce que, je me rappelle, j'avais perdu une scholarship en retournant à Maurice avec mon frère décédé pour ses funérailles. J'ai dû opt-out of the university. Et puis, pendant 3 mois, je suis resté à la maison. Et là, mes parents m'ont dit, non, il faut que tu fasses quelque chose. Essaie de faire un stage ou commence à travailler un peu et puis on verra. Et c'est comme ça que j'ai commencé à Mauritius Telecom. Ils m'ont mis dans le département des ressources humaines et en commençant à travailler dedans, à me reconstruire, à me connaître moi-même, que j'ai découvert les ressources humaines et I liked it, I loved it. Et à ce moment, j'ai changé de filière pour aller vers le management et les ressources humaines par la suite. Voilà un peu comment... Est-ce que les ressources humaines t'ont sauvé? Oui. Parce que en essayant de mieux comprendre l'autre, Ouais. I got to learn and understand myself. Ça t'a permis de te poser les bonnes questions, des Beaucoup questions les bonnes justes, questions. beaucoup de réflexions. C'est quoi mes valeurs, c'est quoi mon purpose, c'est quoi mes forces et pourquoi je suis là et comment je peux être of service. Ça m'a beaucoup aidé. Bien sûr. Merci pour le partage. Quel était comment tu étais avant cette tragédie? Quel était l'avant et l'après? L'avant, tu peux dire quelqu'un qui était carefree, comme on dit en anglais, avec un but précis I was just following the path que mon frère aîné avait déjà tracé. Dit dans la famille, soit tu deviens médecin, soit tu deviens ingénieur, soit tu deviens un avocat, or else you're a disappointment. So I was following that path. Et puis, quand tout s'est arrêté, quand les choses ont changé, je me suis retrouvé à me poser des questions que jamais j'avais posées. I never asked myself. Et les questions peuvent être très simples, mais c'est pas toujours facile de trouver ces réponses-là. Et à travers ce parcours, je me suis dit, if I was able to do it, maybe I can help others along the path, because all of us, we are trying to find our way through the maze of life. Ouais, tu as besoin de... Enfin, c'est pas besoin, mais passer par une tragédie, passer par un moment extrêmement difficile, ça t'a permis de enfin t'écouter. You grow from pain, in that sense. That's one of the ways that we grow in life. We grow from pain sometimes. But more importantly, ma première chose, la première leçon pour moi dans tout ça, c'est we don't learn from experience, we learn by reflecting on the experience. If we don't pause, on s'arrête pas, on se pose des questions et on trouve ces réponses, on n'apprend pas. La vie va continuer à t'envoyer les mêmes expériences souvent, tant que on s'arrête pas et on apprend. C'est la pause qui te permet de digérer, qui te permet, on en parlait plus tôt, Eddy, c'est la pause qui permet de digérer, de prendre une vraie réflexion et d'avoir une direction suite à ça. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Et du coup, c'est quoi les RH pour vous? C'est quoi les RH? On parle de ça, mais Chacun a sa définition. Et je pense que c'est important de comprendre quelle est votre définition des RH. Est-ce que déjà il y en a une? Tu as du temps? J'ai toute la journée. Nos auditeurs, je suis pas sûre.
Tu sais, tu pratiques pas les RH si tu ne crois pas dans le potentiel des gens. Tu pratiques pas les RH si tu penses que la vie devant toi est une ligne droite. Tu pratiques pas les RH si tu crois pas que même quelqu'un arrive avec un profil extrêmement atypique, tu peux le faire devenir quelqu'un d'extraordinairement compétent qui va venir ajouter de la valeur à ton entreprise. Pour moi, les RH, c'est pas une question de définition. C'est regarder l'humain sous tous les aspects possibles et imaginables. Et rester toujours dans la bienveillance. Ça, c'est... Si tu cherches une définition... Intéressant. C'est de croire au potentiel des gens. Donc, Ouais, c'est-à-dire que quand tu vois les personnes, tu les vois à regard neutre, peut-être. ouais. C'est pas de prise de position, pas de Non, perception. tu ne catégorises pas. Absolument pas. Et du coup, est-ce que tu as des déceptions de ça? Parce que tu... Ah oui. Oui. Ah non, absolument. On commet des erreurs. On se plante sur une évaluation. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas la bonne approche. Parce que tu peux te planter 3-4 fois, mais à côté, ben, tu as réussi quand même une centaine de fois. Et il faut regarder le verre à moitié Plein. Là. Et ça rejoint finalement l'intuition, Manish. C'est-à-dire que j'imagine que tu construis ton intuition avec des erreurs, avec des déceptions, avec des approches peut-être que tu avais qui ne fonctionnaient pas pour ce profil. Comment ça se passe ça? C'est quel Alors, enfin, quelque part, si on parle de l'intuition, il y a two ways intuition shows up in us. Either it excites you or it makes you anxious. It's really watching out for the signs. Is it exciting me here? Or is there something there? Or is there something I need to watch out? Et souvent, on a tendance à oublier, à mettre de côté cette petite voix, ce feeling. Ça peut être une petite voix, ça peut être un feeling qu'on ressent, parce qu'on est souvent dans la tête en train de overthink ou overanalyze, mais we don't pick up those subtle signs. Est-ce que is there something there you kind of excite you or make you anxious that you need to watch out for? Est-ce que cette intuition-là aujourd'hui, on va te reposer la question sur les RH, mais de cette intuition-là aujourd'hui, ça te sert dans ton métier, ça t'a servi, c'est ton métier de RH, et finalement, comment tu te dis, attends, c'est une bonne intuition, c'est une mauvaise? Est-ce qu'il y a une bonne ou mauvaise, ou il y a juste l'intuition, et généralement les bonnes? Il y a juste l'intuition, by the way. Je ne pense pas qu'il faut catégoriser l'intuition comme bonne ou mauvaise, c'est juste l'intuition, ton ressenti, est-ce que what your somatic mind, your body feels in the moment, while it connects the dots, comme on dit. Et quelque part, c'est aussi, pas seulement l'intuition, mais aussi le feeling qu'on a, qu'on ressent. Souvent, dans les ressources humaines, effectivement, qu'on est en face d'une situation avec quelqu'un, on a un ressenti, que ce soit fort ou peut-être c'est un ressenti fort ou a small voice. Always, don't ignore it, just focus on that, connect to that, and try to deep down or dig in further on it. Ouais. Je te donne un exemple. Ouais, avec plaisir. On me confie un groupe à l'Université de Maurice. Il y avait à peu près 25 professionnels qui sont venus là pour avoir un certificat de MBA. Et aussi, bien évidemment, apprendre des choses Monter en intéressantes. compétences. Et à ma deuxième rencontre avec eux, mon attention est attirée par un jeune qui n'a pas beaucoup d'expérience, contrairement à ceux qui sont là. Il est le plus jeune et il est celui qui a le moins d'expérience professionnelle, mais qui démontre une maturité qui est au-dessus de la moyenne
par rapport à ceux qui sont dans la classe. Je m'approche de ce jeune et je lui demande, est-ce que ça t'intéresse de venir travailler avec moi? Il y avait là des professionnels des ressources humaines hein, dans la classe, avec 10, 12 ans d'expérience. Mon intuition m'a fait partir vers Manish Bundle. L'intuition. C'est ça. C'est super émouvant. Magnifique. Si tu veux comprendre ce que c'est. Voilà. Et je ne me suis pas trompé. Non, visiblement. C'est magnifique. Et combien de temps après là? On parle de ça de quoi? 20 ans. Ouais, 20 ans. 20 ans. 20 ans. Ouais. Et comment on réagit quand on a Eddy Jolicoeur qui s'approche de nous et qui nous dit « Est-ce que tu veux venir travailler avec moi Ben, ?» Qu'est-ce que tu t'es dit? J'ai dit oui. Et voilà. Mais en même temps, ça a été j'ai beaucoup appris d'Eddy. Il est comme un grand frère pour moi et je l'ai toujours vu comme un mentor. Et il y avait toujours, dès que j'avais une question ou quelque chose que je voulais clarifier, il est toujours présent, que ce soit qu'on était toujours à l'université ou par la suite quand on a commencé à travailler ensemble. C'est un peu comme ce grand frère qui veut te faire avancer. Et c'est un peu comme le grand frère que j'ai perdu. Hein. Tout à fait. D'une certaine manière, c'est la relation que vous avez créée. C'est une relation de continuité où aujourd'hui, c'est ton grand frère. Ouais. Et ça, on le ressent. Oui. On le ressent en réfléchissant, en posant. On a parlé de qui vous êtes ensemble, c'est quoi votre complicité. Et c'était un peu difficile parce qu'il y a cette histoire de... Moi, je ne connaissais pas l'histoire de l'université, mais je dis, vous avez fait Rogers ensemble, quand je vois vos profils, donc je fais mon recruteur, je fais mon chasseur de tête, là, quand je vais chercher des informations. Et donc, je connais tes dots, je comprends que vous avez été travaillé ensemble, que Eddy a été ton N+1, je comprends qu'il y a une évolution, mais en même temps, on vous voit, il y a une relation. Il y a une autre complicité. Il y a une complicité, donc on est là, c'est une complicité une amitié, et puis c'est plus qu'une amitié, il y a une admiration, il y a un fellowship, et tout ça, il est un peu troublant pour nous qui ne sait pas, on ne comprend pas cette relation-là, mais on sent quelque chose qui est extrêmement fort, une admiration qui est mutuelle. Qui est mutuelle. Et plusieurs fois, Eddy, donc là, dans une relation classique, Eddy est au-dessus, Manish est là. Dans une relation classique, on peut voir. Il y a une hiérarchie classique. Oui. Et plusieurs fois, au job fair, Eddy, et tu l'as redit encore ici, là, avant qu'on démarre, tu te retournes vers Manish, tu le regardes pour t'assurer qu'il valide tes propos. Tu vois. Alors, je ne sais pas si c'est validé. Non. Et en disant... Et tu te retournes vers nous. Ouais. Et là, tu nous dis, sous la correction de Manish. Régulièrement. C'est quoi ça? C'est comment vous êtes là? Comment on construit cette relation-là? Comment on construit cette relation d'équilibre? Tu sais, quand moi je suis honoré que Manish me qualifie, me définit comme mentor, j'ai jamais, moi, pris cette posture de mentor. Une fois, je me souviens lui avoir dit, je crois que c'était en Inde, j'ai dit, Manish, je ne suis pas satisfait de toi. Pas par rapport à ton travail et ta compétence, mais par rapport à ton ambition. Je lui dis, tu sais, je veux que tu sois parmi les meilleurs à Maurice. Oui, oui. Il se souvient encore de cette discussion. Je vois où on était à l'hôtel. Hein. Voilà. C'est quoi la scène? Raconte-nous la scène. C'est quoi la scène? La scène, on était à The Park Hotel à Delhi. À Delhi. Et c'était on était en train de lancer l'activité de la logistique en Inde. On était en joint venture.
On était parti pour faire le recrutement du country manager. Donc, ça, c'est une autre histoire. Et dans la soirée, avant de dîner, on prend un verre et là, on a une conversation dessus. Et c'est là it kind of ignited something in me that, well, you know, beyond just what you're doing, there's an ambition, there's a purpose that you can live it is bigger than you. Et comme s'il m'a donné aussi un objectif sur lequel travailler, vers quoi, et d'être parmi les meilleurs, mais pas pour just to prove, but more to be of service better, pour pouvoir créer et aider. Et pourquoi? Parce que because we can, Ouais. you know, because we can, et c'est notre devoir de pouvoir façonner et de créer autour de nous et de shape Mauritius into a better place. Construire notre société. Je ne sais pas s'il avait dormi ce soir-là, mais au petit déjeuner le matin, le lendemain, il n'a pas dit un mot. Ouais, il avait commencé à écrire ses bouquins. Ouais, je crois. Sorry, comment on peut se braquer dans ces situations-là? En même temps, Eddie est en train de te donner une perspective que tu ne vois même pas de toi. Comment tu prends ça? Comment tu prends ce qui te dit là, je ne suis pas content de toi? Écoute, avec beaucoup d'humilité et aussi, mais en même temps, by connecting to the energy of benevolence, de bienveillance qu'il a. Souvent, au lieu de regarder que les mots, ce que les gens disent, il faut aussi ressentir la façon dont la personne dit ça. Et c'était avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et quelque part, quand je réfléchis dessus, c'était for my own benefit, for my own good, qui m'a dit ça. C'est pas pour lui, hein, c'est pas quelque part pour moi. Et la deuxième chose que ça me fait réfléchir, c'est vous pouvez voir le potentiel de la personne, where you are and what you can be. Ça, c'est this is what makes a great leader and a great mentor as well. Merci. Pas de larmes là aujourd'hui. Hein. Ah, Beaucoup d'émotions, on a le droit. oui. On a le droit au Non, contraire. c'est clair, parce qu'on revit des moments forts, des moments, des moments clés. Pour moi, c'était un moment clé. Tu sais, quand tu vois un diamant brut et que tu as quelque part, je n'ai pas de mérite par rapport au parcours de Manish, hein. C'est pas moi, c'est lui qui l'a fait. Donc, he polished his own diamond. Of course. Et il est arrivé là où il est. Et pour moi, je suis très, très heureux de ça. Je te pose la question, tu es fier de lui? Je suis très fier de Manish. Je suis très fier de Manish. Ouais. Moi, ça me parle et me touche beaucoup parce que ça fait partie de l'essence même de notre métier, de déceler du potentiel en chacun. De ma perception de la vie, chaque humain a une valeur et il faut réussir à parfois lui faire comprendre la valeur qu'il a et l'emmener dans une direction et l'épauler dans une direction là où il serait le plus épanoui, même si ce n'est pas forcément la direction qui lui était destinée. Tu disais, Manish, au début de notre discussion que dans la famille, il fallait soit devenir médecin, avocat, ingénieur. On l'a dans beaucoup de familles, à Maurice. Mais il y a des personnes qui ont d'autres envies. Et parfois, il y a des personnes qui n'ont pas la niaque ou qui n'ont pas la perception de rencontrer quelqu'un qui va permettre d'avoir cette niaque-là et d'être dans une zone de confiance. En tant que RH et manager aussi au quotidien, parfois je peux être un peu agacée en me disant cette personne est en train de gâcher son potentiel parce qu'elle peut aller tellement loin dans la vie et tellement loin, c'est pas forcément un niveau de carrière de chief ou autre, Une hiérarchie. mais c'est pas une hiérarchie, mais c'est vraiment une question d'épanouissement. Et quels sont les conseils que vous pouvez donner aux RH ou aux managers qui ne savent plus par quel côté prendre
cette personne-là, par quel bout prendre cette personne-là. Leur intuition est très forte. On sait que cette personne-là peut aller loin, mais ça prend pas comment faire. Alors, déjà, enfin, je pense que tout commence par la relation, le relationship et le rapport qu'on a avec la personne. Je pense que ça c'est le starting point. Pour qu'une personne nous écoute, il faut qu'on soit en relation de confiance. Ça, c'est la première chose. S'assurer qu'on est en confiance, on est en connexion. Deuxième, c'est aussi rendre la personne à l'aise. Souvent, on peut se servir de l'humour pour ça. Ouais. On a une relation aussi beaucoup sur l'humour, Dieu que l'autre. On a pas mal d'anecdotes dessus à partager. Et c'est quand on se sent en confiance et aussi de manière sereine, relax, là, le message peut passer beaucoup plus, de manière plus claire et profonde. Alors, comment prendre cela? It starts with the relationship. Deuxième, j'aurais dit à ce moment-là, se focaliser sur les forces de la personne, d'identifier what are you good at. Souvent, on a tendance à se focaliser plus sur le development areas, areas for improvement or even weaknesses, mais on ne se focalise pas assez sur les forces et les valeurs de la personne. This is your starting point. From there, what is possible? Et on n'est pas là pour dire à la personne qu'est-ce qu'il faut faire. We're here just to unlock or to ignite something in them. Right? So that they walk the path et agir comme je dis en anglais, a guide by the side. Ce qu'il dit à faire avec moi. Being a guide by the side, quand tu as besoin d'avoir un sounding board, ça aide. Mais d'aider à la personne d'ouvrir son esprit, to be open-minded and to dream what is possible when you're really connected with yourself and you know yourself. Voilà ce que j'aurais dit. Trouver le code du coffre-fort de chacun. Est-ce que je t'ai ôté les mots de la bouche? Pour créer ces connexions-là, il y a forcément un comportement qu'on a, une intégrité qu'on a. Quel est le soft skill le plus important à avoir pour créer des connexions avec les gens? L'écoute. Ouais, je suis d'accord. L'écoute active et l'écoute créative et authentique. Moi, j'ai mis je suis en train de relire le bouquin de Stéphane Corvella, des 7 habits, et donc j'ai réécrit les règles de ma vie, et j'ai réécrit une douzaine de règles ou une treizaine de règles, et une des règles, c'est écouter puisque je parlais. Donc j'arrive en réunion, à ce moment, je m'assis et j'ai envie de parler, non, j'écoute. Donc, ok, Ouais. c'est dur, hein? Ouais, mais l'écoute créative va plus loin, c'est-à-dire que tu as la permission de parler, de réagir, mais toujours dans l'écoute et dans la bienveillance. Des fois, les gens écoutent à l'extrême, qui deviennent indifférents à ce qu'on est en train de leur dire. Ils sont tellement dans l'écoute que ils n'ont pas de réaction à ce que tu partages et ils sont comme déconnectés, tellement dans l'écoute. Alors que l'écoute active et créative, c'est pas ça. C'est aussi faire savoir que tu écoutes. Soit dans des acknowledgements, soit dans ton langage corporel. C'est important. Je pense. Joli partage. Ouais. Je pense que c'est des clés de base finalement qui sont intéressantes. On a souvent tendance dans les discussions de rentrer dans le vif du sujet en disant « Alors Eddy, Manish, que pensez-vous de la marque employeur Est-ce qu'il faut X, est-ce qu'il faut Y ?» Mais en fait, on prend rarement le temps de revenir aux principes de base. Et je pense que l'industrie dans laquelle on est aujourd'hui nous donnait beaucoup de process, beaucoup d'automatisation, beaucoup de standardisation, beaucoup de KPI, beaucoup de suivi, etc. Alors qu'en fait, la discussion authentique amène parfois plus de performance et de résultats qu'un suivi de KPI. Comment trouver la bonne balance
dans le quotidien d'une entreprise selon vous, entre les process RH et le fil conducteur de gestion de carrière, par exemple, et l'authenticité, la spontanéité et les discussions franches? Tu vois, les années 90 ouvrent la porte aux ressources humaines stratégiques et amènent dans ce sillage des checklists et des templates. Mm. Et tout le monde se précipite vers cette méthode et considère que la gestion des ressources humaines, c'est une question d'avoir le bon checklist avec les bons KPIs et d'avoir le bon template pour définir comment tu appelles ça, le parcours de l'employé. Donc, est-ce que tu as fait ça dans le recrutement? Est-ce que tu as fait ça dans le développement? Est-ce que tu as fait ça? Alors que c'est rien du tout. Alors, je vais pas faire de la publicité pour ma niche, mais il n'y a aucun de ces livres ne peut être converti en template. Même si tu veux. Même si tu aimerais. Même si tu aimerais. Mais c'est significatif, ça. Dire que quand on parle du relationnel, il n'y a pas de template là. Quand tu parles de l'écoute, il n'y a pas de checklist là. Tu vas en symbiose. Tu vas en te synchronisant aux besoins de l'autre. À chaque fois. Il s'agit tout le temps de l'autre, pas de soi. J'aime bien dire, il n'y a pas de solution et chaque entreprise est tellement singulière. Ouais. Ce que je dis à mes clients, c'est que ce qui marche chez moi ne marchera pas chez vous, forcément, pas toujours. Pourquoi? Parce que je suis une taille d'entreprise, dans un secteur d'activité, avec un produit, et autour de moi, j'ai des personnes. Ma Clémence n'est pas la même que ta Clémence. et donc, toutes ces personnes ensemble, et Clémence et Emmanuel, sont différents de Manish et Eddie ensemble. Donc cette association-là fait que la singularité de la personnalité, si une entreprise pouvait être une personnalité, pouvait être une personne, pouvait avoir des soft skills, des émotions, elle est différente d'une entreprise à l'autre. On a souvent tendance à oublier. On veut reproduire un même modèle standardisé et je te rejoins tout à fait. Le template ne fonctionne pas et c'est là où je parle pour moi, les RH, c'est les ressources au service des humains. On est au service de l'humain dans la compagnie. On t'a pas posé la question tout à l'heure, la Manish. Pour toi, c'est quoi les RH? Alors, pour moi, il y a deux éléments. En termes, je pense que everything in the universe is about balance, it's about harmony. Et tout comme l'être humain, on a un cerveau, c'est du droit et du côté gauche aussi. C'est ce qu'on appelle ambidexterity. Et les ressources humaines, il faut avoir ces deux côtés-là. Ambidexterity, voulant dire que tu as besoin d'avoir une approche un peu business en disant, we're here to provide people solutions to the business, for the business, that's one. Et puis de l'autre côté, we're here to help people grow, excel and thrive. C'est deux éléments. This, for me, what HR is about. C'est all about. Ouais. Et j'aime bien cette gestuelle spontanée. Et je pense que c'est vraiment ça aussi l'essence même de notre métier au quotidien. C'est vrai, c'est d'avoir cette balance continuellement, comme des chats, de toujours rebondir retomber sur nos pattes, dépendant des situations, parce qu'on est aussi la première ligne émotionnelle aussi dans une entreprise. Bien sûr. À prendre des décisions, à épauler, à accompagner, à trouver des solutions, à proposer des solutions. C'est une conciliation. C'est une considération, oui. Entre les besoins de l'entreprise et les besoins de l'humain. Oui. Tu arrives à faire ça, tu es gagnant. Ouais. Et on rajoute un peu de jonglage parce que cette balance-là va être bonne pour quelqu'un, celle-ci plutôt comme ça, et là, allons expliquer tout ça à quelqu'un d'autre.
Pas le temps de s'ennuyer. Et la balance change avec le contexte aussi. Toujours. clairement. Avec le contexte. Quand tu es en train, comme on discutait avant, tu es en plein merger, tu es en plein changement, ben, la balance est un peu plus, il faut mettre plus sur l'humain que sur le hard. Et souvent, c'est ça, c'est là où on se trompe. Pouvoir bien s'adapter au moment et à l'environnement, à la conjoncture, Oui. micro, macro. Vous diriez que c'est quoi le plus grand défi que vous ayez eu dans votre début de carrière et dans votre carrière? Et seconde question, quel est le plus grand défi selon vous qu'un RH peut rencontrer au cours de sa carrière? Alors, au début de ma carrière, euh, en fait, c'était plus l'environnement pour moi. J'ai débuté dans l'industrie sucrière, Mm. un environnement que je ne connaissais pas du tout. J'avais avant jamais mis les pieds sur une propriété sucrière. Et je me retrouve dans un poste à gérer une population, un profil que je ne connaissais pas du tout. Avec des tiraillements sociologiques à l'intérieur, énormément de préjugés. C'est là où je crois Malcolm de Chazal qui dit que l'île Maurice cultive la canne à sucre et les préjugés. Pas mal, je l'avais jamais entendu. Et j'ai tout vu là. Ouais. Et d'une manière positive, j'ai aussi vu mon île Maurice en miniature. Toutes les réalités Microcosme. Ouais. se retrouvent sur une propriété sucrière de l'époque. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui... On parle de ça, tu avais quel âge? Hmm? Tu avais quel âge à ce moment-là? Oh, j'avais peut-être 25, 26 ans. Ouais. Ok. Et donc, pour me connecter vraiment à ça, c'était pour moi un peu compliqué, très challenging. Par où commencer, quoi comprendre en premier, quoi maîtriser vraiment, et les attentes étaient énormes. Il fallait déjà se familiariser avec la francophonie, ou la franco... Comment tu dis ça? Être La francophile. francophile, Ouais. parce que c'est ça la culture linguistique. Alors que moi, j'avais passé beaucoup de temps en Angleterre. Ouais. J'arrive et mon français était un peu approximatif. Il fallait rédiger les circulaires en français, rédiger les correspondances, etc. C'était... Même pas de Google Translate. C'était compliqué, mais très challenging. Enfin, quand tu as 25 ans, 26 ans et que tu te retrouves avec les défis, tu en demandes encore. Tu te dis, ben voilà, c'est comme ça que je vais me faire quelque part, me construire mon expérience et mon parcours éventuel. Ce que j'entends là, c'est que finalement, dans une carrière qui démarre, à n'importe quel moment, quel temps, quelle génération, tu vas te confronter à des défis. Et le conseil en écoutant, c'est de dire qu'il faut s'adapter à ces défis. Parce que ces défis, c'est ce qui va te permettre de te construire. Est-ce que c'est le conseil que tu donnerais aujourd'hui à un jeune qui rentre sur le marché de l'emploi? Est-ce que c'est un conseil, pour toi, c'est le conseil numéro 1 ou il y a d'autres conseils? Il y en a plein certainement, mais est-ce que l'adaptation et de prendre chaque étape, chaque difficulté comme un moyen de s'enrichir, de grandir, est-ce que c'est ce que tu voudrais dire aux jeunes qui rentrent sur le marché aujourd'hui ou il y a autre chose que tu voudrais dire? Non, non, absolument. Je crois que comprendre avant de maîtriser son environnement est, à mon avis, primordial. Comprendre dans quel secteur tu es, dans quelle culture que tu fonctionnes. Parce que la culture, c'est... Comment Drucker avait dit ça?
Culture, eat strategy for breakfast. Voilà. And everything else for lunch and dinner. Et il faut la comprendre. Il faut la comprendre pour que tu puisses fonctionner déjà, naviguer après, et éventuellement la changer si besoin est. Ouais. Mais il faut avoir ce recul de se poser de bonnes questions. Ouais. Mani, tu veux compléter? Alors, pour moi, le challenge personnel, ça a été plus un personal journey et que je pense que pourrait appliquer à pas mal de personnes dans les ressources humaines. C'est, quelque part, c'est de passer from a people pleaser to a people leader. OK? Je m'explique. Par rapport au people Comment on fait pleaser. cette posture de l'un à l'autre? Pardon? Non, ça, comment on fait la posture? Comment on passe d'un côté à l'autre? Alors, people pleaser, c'est quand j'ai commencé ma carrière, j'étais parmi les plus jeunes dans les ressources humaines. Dans le management team, j'avais 25 ans à l'époque et mon managing director à l'époque avait 50 ans et il était aussi un mentor pour moi. Mais en même temps, j'étais tout le temps en train de dire oui à tout. À tout le monde, oui à tout. À ce moment, travailler plus dur. Mais je trouvais difficile de dire non aux gens parce que pour moi, c'était important de me sentir intégré et que la fonction soit bien acceptée. Alors, Est-ce que tu voulais être aimé à ce moment-là? je voulais être aimé, accepté et intégré. Et je disais oui à tout. Hein. Jusqu'à ce que je réalise que it's not helping anyone. Et j'étais en train de dire, quand je disais oui aux autres, bon, pas à toi, je vais te rappeler comme ça. I was saying no to myself and to the function as well. What is important? That was an eye-opener. Et c'est dire, une des leçons les plus importantes, c'est savoir dire non en entreprise, que ce soit avec son manager, que ce soit avec les employés et les différents stakeholders. Ça, c'est quelque chose, one of the main lessons is knowing when to say no and how to say no. Magnifique. En tant que dirigeant d'entreprise, je vais souvent venir rajouter des tâches à mes équipes en cours de route parce qu'il y a des choses à faire et qu'il y a des priorités et que j'ai une vision stratégique que j'ai envie de porter. Et que je pense que c'est le moment d'appliquer. Et effectivement, mes équipes ont du mal à dire non. Parce que je lui ai dit, si je te demande de le faire, c'est que je pense que c'est dans l'intérêt de la boîte ou de ce moment-là. Il y a une urgence et il faut qu'on se concentre dessus. Le problème, c'est qu'il y a toujours des urgences. Donc, on est toujours en train de défocuser ses équipes. Comment on fait dans ces cas-là? Très simple. La formule. Si tu veux, et that's the frame. If you want me to prioritize on these things, what do you want? What can I deprioritize to focus on this? Okay. Deprioritize to prioritize. Ouais. Very simple framework. Very simple. Parce que si ça c'est urgent, je comprends, soit, mais j'ai ça aussi à faire. 1, 2, 3. What do I deprioritize there? Magnifique. So that I can focus here. Magnifique. Il y a nos talents chez nous, parce qu'on en a parlé de. D'ailleurs, ces conseils que vous donnez peuvent s'appliquer à n'importe quelle génération. Qu'on soit jeune, junior à rentrer sur le marché, ou qu'on soit senior. On voit aujourd'hui qu'il y a, chez nous, dans nos talents, il n'y a aucune génération qui est épargnée par se retrouver sans emploi sur le marché de l'emploi. Il n'y a aucune génération. On a des gens des seniors de plus de 55 ans, 60 ans qui nous appellent et qui ont besoin de travailler, des jeunes, du middle. On va se projeter un coup. On va se projeter. Si vous conservez toute votre expertise que vous avez aujourd'hui, mais qu'on oublie toute votre expérience, le parcours. Comment est-ce que vous feriez à 50 ans, 55 ans, d'être sur le marché de l'emploi pour reprendre une dynamique et pour retrouver un job? Quelles auraient été les astuces que vous donneriez à un senior aujourd'hui? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Tu sais, celui que tu appelles senior, allons reformuler ça. Et garder ça dans le contexte dynamique. Nous, on parle de mature talent.
D'accord? Et là, ça définit ce que cette personne-là peut amener dans l'entreprise différemment de ce qu'un jeune peut amener. Je crois que c'est une redéfinition de ta valeur ajoutée en tant que mature talent. Tu vois? En dehors de ton expérience, ton expertise technique, tu peux amener par exemple du mentoring. Tu peux faire du coaching moyennant qu'on te donne les moyens de le faire. Si tu arrives sur le marché uniquement avec dans ton sac que de l'expérience, ça ne suffira pas pour toi de faire la différence. Il faut que tu exprimes et que tu fasses valoir la maturité et même la sagesse que tu as engrangée dans ton parcours. Ça, c'est important. Comment tu ferais toi, Eddy? Ouais. Comment tu ferais toi? Qu'est-ce que tu... Si on peut simuler, c'est quoi ton pitch du coup qui est de... Je dis, j'ai rien à vous offrir sur le plan technique. Ça, aujourd'hui, il y a les machines pour ça. Il y a la technologie, il y a l'intelligence artificielle, il y a d'autres talents dans votre équipe. Je vous apporterai une dimension que les autres n'ont pas. C'est la maturité pour transformer cet aspect technique en valeur ajoutée réelle. Voilà ce que je peux faire. Vous avez entendu les auditeurs. C'est parler de soi finalement. Oui, parler de soi, mais se valoriser dans le processus, évidemment, en toute humilité. Bien On ne sûr. vient pas se taper l'estomac et dire qu'on est un grand mari. Le but n'est pas là. Alors, moi aussi, enfin, pour moi, je pense que ça commence par soi-même, le travail sur soi-même. Souvent, dans un contexte de transition à un certain âge, il y a beaucoup de doutes dans la tête, de croyances limitatives, limitantes, comme on dit, that I'm too old, Ouais. or I'm not good enough, I'm not that. So that's the starting point, is you need to quieten that voice. D'arrêter d'écouter cette petite voix-là, d'écouter. Ah, Ouais. Et that's the starting point pour moi, parce que souvent, ce qui se passe, c'est ces voix-là qui prennent un peu le dessus. You give a lot of airtime to that, et finalement, on se sent beaucoup plus confus, on se sent perdu, et we feel cluttered inside. Alors, it's really from the journey from clutter and confusion to clarity. By the way, c'est ce qu'on va pouvoir travailler dans le workshop. Dans le workshop, ouais. Et c'est the journey from confusion and clutter to clarity. C'est comment, deux choses, premièrement. La première chose, c'est quieten that voice of doubt that we have. Et deuxièmement, c'est écouter son intuition et connaître soi-même. Comme Eddy disait, my own value proposition, we all have different value propositions, être clair dessus et pouvoir faire le pitch sur my value proposition de manière authentique. Quelles sont mes forces, qu'est-ce que je peux apporter de façon cohérente et avec une confiance en soi. Magnifique. Comment tu fais pour ne pas écouter cette petite voix, qui est toujours présente d'ailleurs? Comment tu fais pour ne pas l'écouter, pour l'écarter? C'est quoi ton astuce? Alors, l'astuce, c'est donner un nom à cette voix. En coaching, on appelle ça le saboteur. OK? Et c'est acknowledge the saboteur in us, oui. Mais en même temps, acknowledge, comment se dire, c'est l'intention du saboteur, c'est to keep us safe. Yeah? Is you acknowledge it. Mais se poser la question, is this helping me now? Ouais. Right? How is this helping me now? I understand this, but I need to move forward. So how is this helping me? If it's not helping me, let's look for something else. Si vous avez regardé le film Joy
Enfin, regarde. Inside Out, Inside Out, la ouais. fille, Ouais. Joy, Ouais. où il y a des différentes émotions Ouais. et each one has who is controlling the mind. C'est exactement ça. What are you going to give your voice to? Is it joy? Is it doubt? Is it anger? We have the choice at the end of the day. Et à nous So- de choisir les émotions qu'on a envie de Et garder. choisir et je ne suis pas en train de dire qu'il faut you need to bury it, but you need just to acknowledge and well, this is not the time for it. Mais là, j'ai besoin d'être un peu plus calme, plus serein et more at peace with myself et clair dessus. So it's really a juggling part exercise. Est-ce que, on parlait de, en tant que RH, croire au potentiel un peu plus tôt, est-ce qu'il ne faut pas aussi croire à son potentiel? Non, absolument. Même année, je parlais de confiance en soi et aussi de self-limiting belief. En fait, ce sont ça, potentiellement, sans jeu de mots, les saboteurs de ton potentiel. Tu vois, il faut vraiment trouver le moyen de reconnaître cela et effectivement mettre une étiquette dessus et se dire ok, non, j'achète pas ça. Ouais. Merci beaucoup. Intéressant. Vous faites partie, on l'a bien vu là, on l'a bien écouté, on en a des experts qui ont plus de 20 ans de carrière dans les RH à Maurice. Et finalement, nous, on a envie de comprendre, on est curieux d'écouter. Quelle est votre analyse sur les RH d'hier et les RH d'aujourd'hui? L'avant, après, Ouais, c'est à ça. quoi ça ressemblait avant? À quoi ça ressemble maintenant? Est-ce qu'il y a des différences notables? Ouais, qu'est-ce qui a le plus changé selon vous? J'avais commencé à introduire ça un peu plus tôt. J'ai noté quelques petits points. Tu sais, le terme ressources reste le fil rouge. Quand tu parles de ressources, tu parles de ce qui est rare pour que ça ait de la valeur. Tu parles de ce qui est approprié et tu parles de ce qui est en demande, pour bien comprendre. Ça, c'est le fil rouge qui n'a pas changé, en fait, en termes de ressources. Mais ce qui a changé, c'est l'environnement dans lequel cette ressource évolue. Et encore une fois, je risque de me répéter en disant que quel est l'impact de l'environnement sur cette ressource pour que ça puisse t'aider à le transformer correctement? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, la transformation. Il y a des schémas qu'on a sortis en parlant de RH administrative, et puis c'est parti dans RH tactique, et puis opérationnel, et puis transactionnel, stratégique, etc. On ne peut pas mettre de temps vraiment dessus, parce que chaque entreprise ou secteur évolue à son rythme. Aujourd'hui, vous avez encore des RH qui sont en mode opérationnel. Il y a d'autres qui sont plus stratégiques et il y a d'autres qui sont encore très administratifs parce que ils évoluent dans un secteur où ils se retrouvent dans ce genre de rôle et de fonctionnement-là. Quand on parle d'avant et d'après, c'est difficile quand on sait que les secteurs évoluent différemment et à un rythme différent. Je vois
peut-être un peu compliqué de tirer une ligne entre l'avant et l'après. Je crois qu'il y a une évolution intelligente, graduelle, aidée par des contextes, aidée par aussi de la recherche. Il ne faut pas ignorer ça. On a besoin de références, on a besoin de savoir si on est là où il faut qu'on soit. Aidé aussi par l'évolution du business. On a débuté, moi en tout cas, j'ai débuté dans une île Maurice qui aujourd'hui ne ressemble pas du tout à ce que j'ai connu. Alors là, pas du tout. Ce contexte-là, certainement, a impacté les ressources humaines. Est-ce que tu ajouterais aussi le côté générationnel, l'évolution des aspirations des générations dans ce... Quand tu dis je ne vais pas tirer une ligne entre le avant-après, que tu nous parles de l'écosystème, de l'évolution des industries, etc., c'est forcément façonné par l'humain et par l'évolution des générations aussi. Qu'est-ce que tu... Ok. Je crois qu'il faut relativiser cette problématique-là. On a toujours eu des problèmes de génération, des conflits de génération. On a connu, depuis les années 60-70, on parlait des conflits générationnels. Je crois qu'aujourd'hui, on confond entre attitude et problématique générationnelle. On regarde l'attitude des jeunes et on prend ça et on met ça sur le dos de c'est la génération qui fait ça. Je crois qu'il nous faut un peu plus de recul par rapport à l'analyse de ce qui est réellement la problématique. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis que ça existe. Je dis que ça a toujours existé, plus ou moins en intensité, mais il ne faut pas confondre entre ce qui peuvent aujourd'hui être des attitudes qui ont été probablement façonnées, générées par d'autres facteurs que générationnels. Petite question très rapide. Est-ce que tu penses que la question des générations, c'est souvent une carte joker aujourd'hui, où on a tendance à sortir cette carte-là dès qu'il y a un point de friction ou un point de blocage, plutôt que d'être deep dans le sujet, sortir cette carte, Je crois que c'est générationnel. C'est devenu la réponse facile, Ouais. à mon avis. Ouais. Ok. C'est la carte qu'on sort pour expliquer les débats. Ouais. Il y a souvent cette cote-là où à Maurice, on va dire pourquoi vous êtes en train de prendre des travailleurs étrangers, et la cote qu'on sort, c'est Maurice n'a pas envie de travailler. Pas de travail. Ouais. Ça aussi, c'est la même chose. C'est trop facile de tirer ces cartes joker pour se dédouaner des choix situations, stratégiques et des choix obligations. qu'il faut faire. Toi, comment tu vois ça? Comment tu vois l'évolution? Tu es dans un groupe qui a une multitude d'activités, avec des évolutions tous les 18 mois, constantes. C'est quoi ton point de vue par rapport à ce que tu connaissais d'avant, donc aujourd'hui? Alors, je rejoins Eddy sur le fait qu'il y a une évolution. On ne peut pas juste tirer un trait pour dire le passé et le présent et l'avenir. C'est une évolution constante. Moi, je vais me calquer plus sur l'évolution de l'île Maurice, l'économie du pays, qui est sortie de l'agriculture, de l'industriel, et pour aller vers les services, et maintenant vers le numérique aussi. Et très rapidement d'ailleurs. Très rapidement, d'une génération à l'autre. Ça s'est fait de manière assez vite, ce qui fait que
comment on a pu avancer comme un pays et comme les différents professionnels, c'est notre capacité en tant que Mauricien d'être des traceurs. De pouvoir s'adapter. Mauricien faux. Et c'est un peu notre force. Ouais. Mais en même temps, when we push it forward, further, il ne faut pas perdre cette capacité de tracer. Mais tracer, ça veut dire quoi? C'est de pouvoir anticiper, de comprendre, d'être agile, de s'adapter et de trouver une solution qui marche et qui va marcher pour nous. Avec la technologie qui devient de plus en plus disruptif, pour moi, ce que je vois, c'est que le changement devient plus fréquent, et le time frame for change is even shorter. Ouais. D'accord? Je me rappelle comment j'avais commencé à travailler. À l'époque, quand j'étais à Montjuic, on faisait des plans de 5 ans. Okay? Aujourd'hui, tu ne peux pas faire un plan de 5 ans. Déjà, le budget, nous, sur une année, c'est un an, c'est un exercice très difficile. un forecast, une Ouais. visibilité sur un an. Ouais. Là, les compagnies codent une certaine plan sur 3 ans, triennal. Mais même ça, quand on fait un plan de 3 ans, c'est très difficile de se dire dans 3 ans, on va se retrouver. Hein. Ouais. Ouais. On a Alors, une intention, c'est ça. mais on ne peut pas avoir un plan tracé. Cette ambiguïté, cette incertitude fait que on doit se retrouver beaucoup plus sur notre agilité, notre capacité d'anticiper et de s'adapter avec un monde qui continue à évoluer. Ça, c'est une chose, l'agilité. Mais en même temps, la capacité de continuer à apprendre et d'intégrer les nouvelles méthodes et les nouvelles façons de faire qu'il y a. Si on prend le métier des ressources humaines, j'étais en train de lire ce matin sur Agentic AI. Okay. Il y a 1 mois, ça n'existait pas, le vocabulaire. Maintenant, j'ai besoin d'essayer de comprendre un Agentic AI, c'est quoi? C'est est-ce que from AI as a tool to AI as a teammate? Alors, comment on va s'intégrer ça? Comment on va apprendre ça? C'est de toujours garder cet esprit ouvert, curieux. Sinon, on va être déphasé. Ça me fait rebondir tout de suite sur les industries 4.0, 5.0. Moi, je suis un entrepreneur de l'industrie 4.0. J'ai beaucoup j'ai consommé des heures et des heures de formation de YouTube sur la digitalisation, sur l'automatisation, la standardisation, avec l'optique de vouloir scaler à tout prix. Scaler et le gros fait un peu différent. Le scale, ça va être de grandir sans augmenter de ses coûts. Et tout le temps, comment qu'elle va couper comme coût sans augmenter sa production, sans augmenter sa charge derrière, c'est de pouvoir accélérer. Et ça, c'était mon focus. Avec une opposition qui est dans mon intérieur, l'humain. Surtout dans l'industrie des choisis, bien sûr. Donc on demande de scaler tout le temps, on en parle au board, comment on scale, pas scaler notre industrie, on ne peut pas scaler ce qu'on fait, il faut qu'on trouve la bonne recette, mais il n'y a pas de bonne recette. Et aujourd'hui, on arrive sur l'industrie 5.0. On passe d'une étape à l'autre. La prochaine étape, l'industrie 4.0, c'est à 5.0, on a l'impression de enfin parler à notre métier, à notre industrie, enfin parler à notre industrie des RH, enfin réintégrer les choses en remettant l'humain au centre. Concrètement, c'est remettre l'humain au cœur de la société. Donc, on constate l'évolution de ces industries. Là, on rentre dans l'ère du 5.0. Quand je vois ça, je me demande toujours jusqu'où j'irai en termes de X.0. J'ouvre des paris, mais je ne sais pas trop jusqu'où on ira. Mais cette 5.0, moi, me parle beaucoup et me plaît parce que je trouve qu'en fait, on remet enfin à l'échelle mondiale l'essence même de notre quotidien et de notre métier au cœur de l'entreprise, c'est-à-dire replacer l'humain au cœur de l'entreprise et comprendre que sans l'humain, finalement, on peut créer les machines qu'on veut, l'IA qu'on veut, la standardisation qu'on veut, les process qu'on veut, mais s'il n'y a pas l'humain derrière pour challenger ça, pour le mettre en place, pour le réparer quand c'est cassé, pour monter en compétence, pour apporter cette fibre émotionnelle, il n'y a rien qui se passe. Donc, on entre dans une industrie
humaine, à nouveau? Est-ce que c'est un peu back to basics en fonction de ce qui Avec- était observé ouais. avant ou... Avec un trendy word, industrie 5.0. Ouais. Enfin, moi, ça me surprend, dans la mesure où je crois qu'on est super en retard. 90% des entreprises sont des people business. C'est pas plus. Ce qu'on produit, ce qu'on propose, c'est accessoire. Une banque, it's a people business. L'argent que tu manipules, etc., c'est l'accessoire. Dans la logistique, c'est pareil. Dans l'aviation, c'est pareil. It's people business. Alors, il y a eu des slogans qu'on sortait ad nauseum. L'humain au cœur de l'entreprise, l'humain, mais peut-être qu'on n'a pas nécessairement bien pratiqué, mais c'est sorti un peu des formules bateau. Mais pour moi, 5.0, j'ai envie de dire so what? Parce que si tu découvres aujourd'hui que l'humain doit être mis au centre de l'entreprise, tu es vachement en retard, mon ami. Il a fallu qu'on arrive à 5.0 pour découvrir. C'est passé avec 1.0, 2.0. J'adore à quel point tu Dématérialise. dématérialises. Démystifier. Non, c'est pas démystifier non plus. Démoli. Tu démolis, c'est plus ouais, démolis, déconstruit, ouais, on est dedans là. Tu juste dis, attends, mais arrêtez d'être. Ouais, difframe, c'est ça. Arrêtez d'intellectualiser tout. Ouais, Allons être simples. ouais, c'est ça, Ouais. absolument. Tu parlais de teammate avec la technologie, l'humain et la technologie. C'est ça qui nous a rebondi sur le 5.0. C'est quoi ton avis dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Sur le 5.0 ou sur... Je pense que j'ai vu que tu hochais pendant que Eddy parlait, donc je crois que tu es très aligné sur. Oui, je suis aligné. C'est encore une fois, it's labeling. Je pense que pour l'humain, c'est encore, it come back to à l'humain. We need to make sense of things. C'est pourquoi on dit 5.0, 4.0, 3.0, 6.0. Just to make sense to our world, to give some meaning to the madness around us. That's what I see. Okay. Et at the end of it, c'est vraiment revenir à l'essence même. L'essence, why all organizations are people businesses who are here to provide a service, to make the world a better place, to be of help to others. Just like the purpose of every human being is to be of service. Right? So, c'est ça l'essence. Once you're clear about the essence, whatever around you, we will change. You will still be in line with what's happening. Parce que tu as un élément de... The word is, I would say, is you're present and you're aware of what's happening. Et ça te permet, ce awareness permet l'anticipation et l'agilité. Et à s'adapter à n'importe qu'est-ce qu'on nous envoie, comme 5.0, 6.0 et tout. Merci beaucoup. La prochaine question me vient là parce qu'on a ce programme de formation Good Morning HR qui arrive avec comme thématique du cohorte 2025 We design the culture we want to see. Déjà, pour moi, il y a deux choses dedans. Design the culture and what we want to see. Design the culture, je crois que c'est extrêmement important. That culture is by design, by intent, and not by accident. Tout à fait. Okay, so, et une fois qu'on est clair sur comment former et travailler sur la culture, how to shape culture, it becomes something strategic, a tool qui permet de différencier l'entreprise. Pas seulement avec les clients, mais aussi avec les collaborateurs, et qui crée cette culture d'appartenance que l'humain cherche, right? Being part of a tribe. Deuxième, what you want to see, je crois que it's more than what you want to see, it's what you want to see, hear and feel around you. See, hear and feel. To live. Yeah. So in a way to live it. Parce que seeing is just you're observing it, maintenant you lived. Hearing is what everyone is saying when you're not here, inside and outside. And feeling, c'est un peu ce sentiment que, how you're experiencing it.
So living it. Est-ce que c'est pas la culture d'une compagnie qui emmène la performance? Parce qu'il y a l'engagement. Est-ce que c'est pas la culture de la compagnie qui emmène la performance plus que les KPI, la data, plus que les outils? Et quelle est selon toi la perspective de la culture au sein des entreprises Morrison? Comment c'est aujourd'hui la culture? Comment est perçue la culture? Décide de généraliser, hein. It Et varies. il faut démystifier la chose et la simplifier. On est tous d'accord, la culture soutient la stratégie. D'ailleurs, on te dit que la culture peut bouffer ta stratégie à breakfast. Mais au final, c'est quoi la culture? En fait, c'est une évolution d'habitude en mode de comportement et ensuite de culture. Si la stratégie posée la culture n'est pas en adéquation avec ta stratégie posée, tu dois faire de sorte à ce que les habitudes changent. Il faut que le mode de comportement change et ta culture change et soit en adéquation avec ta stratégie. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas aller chercher trop loin. Encore une fois, être simple. C'est simple, oui. C'est simple. Oui, Pas se faire des nœuds au cerveau. non. Mais c'est dur quand tu as. Nous, on est une petite compagnie de 20 personnes. Donc il y a une certaine d'agilité. On est proche de tout le monde. On se voit dans les bureaux tout le temps. Et quand j'ai voulu passer d'une posture d'entreprise start-up à une posture de great company, entreprise avec de l'excellence opérationnelle, avec une approche, ça a pris 3 ans. Quand vous êtes 2000 ou 3000, comment on fait? Comment on fait pour simplifier les choses, pour réussir à faire ce changement-là, pour réussir à... Mais tu ne gères pas 3000 personnes. Comment tu manges un éléphant? C'est comme ça qu'on dit, non? Comment tu bouffes un éléphant? Je commence par l'oreille. Voilà. Bit by bit. Tu vois? Il ne faut pas regarder l'éléphant. Il faut regarder ce que toi, tu décides de bouffer en premier. Tu sais, quand tu regardes des entreprises et dire, ils ont une culture, il n'y a pas une culture. Ouais. Il y a des subcultures. Il y a des subcultures. Par département, par quoi? C'est pas en général. Par entité, par Il n'y département. a pas de ligne, encore une fois. Et quelque part, il y a quelques éléments intéressants à partager dessus, notamment, first thing is leadership is culture. Because leadership shapes the culture. It either destroys it or it drives it. Right? Et ça, c'est la première chose. Et puis, l'autre chose, si tu prends des grandes entreprises, si je prends l'exemple de Singapore Airlines, comment ils ont créé une culture de service et d'excellence. Ils disaient, ils n'ont pas traité Singapore Airlines comme une entreprise de 10 000 personnes. Ils ont broke it down by centers of excellence Voilà. and eat it one part of a time. L'excellence dans le service à bord de l'avion veut dire quelque chose. L'excellence dans la maintenance de la flotte veut dire quelque chose d'autre, etc., etc. Et puis, quoique la chose qu'on ne parle pas souvent, c'est comment ne pas être dépendant des champions. Because if you're depending on champions to shape your culture, to sustain your culture, it's a lost battle. Dès que la personne part ou pense à la retraite, ta culture, C'est cool. c'est cool. C'est plus comment passer de ça pour aller vers une systémisation de la culture. How do you systemize it à travers des stories, histoires, à travers des rituels, à travers des artefacts, c'est-à-dire des éléments tangibles. This is what vehicles culture. Comment on le rend systémique. C'est ça ce que les grandes entreprises arrivent à faire. Ouais.
Et de la faire perdurer. Faire perdurer longtemps. C'est un système qui takes over et où la personne se sent connectée dans un écosystème. Là également, tu as le fil rouge, tu vois, et puis le reste que tu ajustes. L'erreur que souvent on commet, c'est de penser que la culture est quelque chose de statique. Des fois, tu entends cette phrase qui dit ben, on n'y peut rien, c'est la culture. C'est la culture. Ouais. On a une dernière chose qu'on veut vous partager, que Clémence a envie de vous partager, et puis ça va être le mot de la fin. On aimerait avoir votre avis dessus. J'ai envie de vous lire un mail que j'ai reçu hier, à 16h55 pour être précise. Je vais évidemment pas citer de nom. L'objet de mail, vous vous en doutez, c'est Good Morning HR. Et le mail, c'est Bonjour Clémence, je regrette de ne pas vous avoir répondu. Je vois que vous avez des formateurs chevronnés, car Jenny et Eddie, je les connais. Là où je suis actuellement, nous avons une crise de ressources humaines, mais la décision de faire quelque chose est hors de ma portée. Je suis obligée de subir. Je vous appellerai un jour. Et cette personne-là est Regional Manager. Vous vous dites quoi en écoutant ça? Oui. Alors, il y a des approches pour faire des propositions ou amener même des oppositions afin que ça fasse son chemin positivement. C'est vraiment une question d'approche. D'accord? Là, je vais prendre mon cerveau gauche et vous dire qu'il y a même une structure à poser dessus pour y arriver. Ça demande de la confiance en soi. Ça demande du courage, parce que c'est ça le leadership, quelque part. Et ça demande de faire un choix. Il m'a déjà été demandé de faire des choses que je considère pas correctes. Mais j'ai toujours dit non. Mais une manière de dire non. Et j'ai toujours écouté ma conscience. Mon patron, c'est ça, en fait. Donc, ça se cultive. Ça s'apprend pas nécessairement. C'est pas, tu vas pas dans un séminaire et puis après le week-end, tu sors de là avec un score de self-confidence qui a boosté ou une méthode qui va te permettre de passer ton point de vue d'une manière. Ça se cultive. Parce qu'il y a énormément aussi de confiance en toi et le décideur qui joue dans l'équation. Merci. Je t'en prie. C'est mon métier. Je lui passe mon numéro de téléphone. Demande de l'appeler, ouais. Voilà. Magnifique, ouais. Si j'ai bien compris, c'est un Regional HR Manager ou Regional Manager tout court? C'est quoi, Tout court. Tout court. C'est-à-dire en train de subir les changements. Enfin, pour moi, c'est important de comprendre le contexte aussi. Souvent, on est dans un regional role, dans une multinationale, et c'est dicté du head office, ne peut que subir. D'accord? Et comme j'ai dit, je crois que effectivement là, c'est beaucoup plus prendre le côté rationnel des choses en se disant, une chose que j'ai l'habitude de dire, tu disais les LinkedIn quotes. One LinkedIn quote que je me sers souvent, c'est "Who sets the frame shapes the game." Okay? So what is the frame that you're setting here as a regional manager? En se disant, if we do this, what is the consequence? Positive, but also negative. Souvent, les décisions sont prises sans qu'il y a eu
une réflexion ou un feedback sur les conséquences des décisions. Non, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais est-ce que tu as pensé à, si on fait ça, Aux qu'est-ce que conséquences, ouais. la conséquence? This is an important dimension that you need to set. If you've done that and it's still not working, then you have a choice to make with your conscience. On a de beaux exemples. Mani, chez moi, on a été fait des développements dans des pays où l'éthique n'est pas nécessairement extrêmement élevée. Ouais. Mais nous nous sommes dit entre nous qu'on ne va pas accepter des choses qu'on nous demande de faire ou de ne pas faire si ça sort en dehors de du cadre de notre conscience à nous. Même si ça va impacter positivement le business, il y a des business dans lesquels on a préféré se retirer. Ouais. On se dit non, ça, on ne va pas faire. Parce Peut-être qu'en rentrant à Maurice, on va se faire taper sur les doigts. C'est les risques qu'on a pris. Mais on s'est dit non, on ne va pas faire. c'est pas nous qui va le faire en tout cas. Non. Et c'est ce que tu dis, c'est set the framework. C'est Oui. quoi ton expression? Who sets the frame shapes the game. Set the frame, shapes the game. C'est ça que tu parles là. Ouais. Magnifique. Même le chauffeur de taxi qu'on a refusé de vibrer. Il aurait pu se passer pour sa petite commission derrière. quoi. C'est quoi le mot de la fin? Si vous avez un seul message aujourd'hui à dire à la communauté RH, aux leaders de PME, de grands groupes, quel serait ce message? Je laisse Manish conclure. Ouais, pour moi, le message, c'est keep it simple. you know. Keep it simple. On a tendance, comme humain, à complexifier les choses, parce que ça nous fait sentir qu'on est intelligent. Or, l'intelligence, c'est une forme, la simplicité, là, is the ultimate sophistication, is the ultimate intelligence. So, how we keep things simple, focus on the essence of things, develop a clear mind is probably the best thing to do. Et un exemple serait, vous avez besoin de travailler sur une stratégie. One way I would put it is, if you could put your strategy on one page, that's enough. One page. That's a strategy. One Page Strategy. Ok. Merci beaucoup. Merci. Dernière question, promis. Est-ce que vous savez d'où vient Good Morning HR? Le nom, le terme. Il y a un programme qui s'appelle Good Morning quelque chose. Good morning, des talk shows, good morning. Oui. Mais je ne sais pas. Radio, Good non? Morning Ou radio programme, Good Morning Vietnam. Ou good... Oui, Good Morning Vietnam. Ouais, ça, En fait, le Good Morning HR, c'est la volonté de vouloir, on a dit au début, avoir des échanges comme ça, des petits échanges, sans prétention, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de bienveillance, et d'avoir ces échanges-là réguliers pour apporter des changements. Et le Good Morning, c'est le réveil. C'est pas de l'éveil, c'est le réveil. Et tous les matins, on se réveille. Parce qu'on a appris, parce qu'on a écouté, parce qu'on a entendu des petites choses. Le Good Morning HR, c'est l'envie de réveiller par des petites actions notre industrie. Et toutes les personnes que ça intéresse, de près comme de loin. Bravo pour l'initiative. Merci. Merci de nous avoir invités, Ouais. d'avoir pris le risque. Hein. On n'était pas sûrs, Mais on a tiré à pile ou face. on n'était pas sûr, on a quand même quatre caméras, donc on était quand même plutôt serein. Non, on est ravis de vous avoir avec nous. Merci beaucoup pour ce bon moment de partage. Merci à vous. Il y a eu de l'émotion, il y a eu des tips, des astuces, il y a eu des histoires qui permettent de prendre du recul et de faire la comparaison en tout cas, je vous écoutais, j'entendais des choses qui me parlaient, qui me permettaient de faire le point sur moi aussi. Et nos auditeurs, je pense, auront eu
Oui, est-ce que ce qui est... Ah, c'était pour ça, tu es venu en thérapie là. Ouais. On a pris les fauteuils, on n'a pas osé le canapé. On n'a pas osé connaître. On n'a pas osé le canapé. Mais par l'exemple concret et tous les exemples et les histoires partagées et racontées, c'est comme ça qu'on apprend et on retient plutôt que 2 heures de lecture. théorie. Ouais. De toute façon, c'est parfait ça. Ouais. Merci 1000 fois. Merci à vous. Bravo pour le Merci à vous. bon moment. Bravo pour le partage. Merci à vous. Magnifique.